Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce premier jour du mois de mars avec une actualité largement tournée vers le Moyen-Orient où la situation évolue d'heure en heure après le début de la guerre déclenchée par des frappes israélo-américaines sur l'Iran hier. Nous prendrons des nouvelles de l'équipe U18 de l'AS Monaco actuellement à Dubaï avant d'analyser le conflit avec le journaliste et politologue Dominique Simonet. Le couple princier accueillera le souverain pontife dans moins d'un mois. C'était la grande nouvelle de la semaine en principauté. Nous entendrons à ce sujet Philippe Oringo, ambassadeur de la principauté près le Saint-Siège. Et en cette journée internationale de la protection civile, nous nous intéresserons aux missions de la branche azuréenne chapeautée par Jérémy Crinchamp. Le directeur général sera notre invité. Et puis, la patinoire était en fête hier avec de nombreux sports de glisse à l'honneur. Ils sont, vous allez le voir, particulièrement en vogue depuis les Jeux d'hiver. Mais avant de développer ces titres, un rappel pour les ressortissants monégasques actuellement au Moyen-Orient. Face à la guerre en cours dans plusieurs pays, le gouvernement princier appelle celles et ceux en déplacement ou en séjour dans la région à faire preuve de la plus grande vigilance. Les personnes concernées sont invitées à s'inscrire au plus vite sur le dispositif Fil d'Ariane et à se signaler auprès du gouvernement princier afin de permettre un suivi approprié. Ils sont donc à Dubaï. Les jeunes joueurs de l'équipe U18 de l'AS Monaco devaient participer au tournoi Next Gen de l'Euroleague, tournoi qui a été annulé compte tenu des événements. Nous sommes en ligne avec le président de l'AS Monaco Basket Amateur. Bonsoir Nicolas Chatailly. Bonsoir Sarah. Merci de prendre le temps de nous donner de vos nouvelles. Vous avez tenu hier à rassurer sur vos réseaux sociaux. Tout le monde va bien, côté équipe et côté staff. C'est ce que vous avez indiqué. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, tout le monde, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. Vous êtes un groupe de combien ? Donc là, vous êtes tous à l'hôtel à Dubaï, c'est ça ? Exactement, on est une vingtaine. Une vingtaine. Racontez-nous ce qu'il s'est passé. Comment est-ce que vous avez appris tout ça ? Est-ce que vous avez entendu les explosions ? Alors tout d'abord, non, c'était en plein match. Donc c'est notre dernier match de poule. On jouait contre Aris Thessalonique et on a eu une première alerte vers la fin du premier quart-temps. Et on se regardait parce qu'il y a le téléphone qui sonnait, comme des fois ça arrive. Donc on n'avait pas fait plus attention que ça. Quelques minutes après, il y a une deuxième alerte et du coup l'organisation a décidé d'arrêter et a fait enlever tous des joueurs de l'équipe et ramener tout le monde dans les vestiaires. On attendait un peu les informations car nous on était un petit peu, on savait pas ce qui allait se passer et on n'avait rien entendu. Et c'est là qu'on nous apprend qu'il y a eu des missiles, des attaques. Donc on est resté. Au bout d'une demi-heure, ils sont revenus nous voir pour nous dire que le gouvernement avait confirmé que c'était calmé et qu'on pouvait repartir. Est-ce qu'on était d'accord pour repartir? Évidemment qu'on était d'accord pour repartir, parce que rester dans l'attente comme ça pour les gamins, je trouvais, on va dire que c'était un peu long. Donc on allait reprendre le jeu. Donc on a repris le jeu et 20 minutes après, une demi-heure après, ça a repris. Là, à l'heure actuelle, quel est le message des autorités ? Attendre. Attendre parce que eux-mêmes, à mon avis, ils n'ont pas de nouvelles, ils n'ont pas de confirmation. Là, à ce moment, pour l'instant, on est en attente. On ne pourra pas décoller avant demain à 14 heures car l'espace aérien est fermé. Donc, à mon avis, on aura des nouvelles chaque 24 heures. Et quelle est, j'ai envie de dire, l'atmosphère sur place et de vous, de le staff, ce groupe, comment est-ce que vous vivez les choses là aujourd'hui ? Notre groupe se passe très bien. Les enfants, on va dire, aujourd'hui, ils le prennent assez bien calmement. Mais c'est vrai qu'à force d'attendre un peu, c'est vrai que ça se pose des questions. Mais pour l'instant encore, ça va parce qu'on est tous ensemble, toujours dans l'hôtel, on mange ensemble, on reste ensemble. Donc, et on sort pas de l'hôtel, quoi. Et en attendant, j'imagine que vous êtes en permanence en contact avec les autorités monégasques ? Effectivement, dès le départ, j'ai eu contact avec les autorités monégasques qui ont été très très réactives, qui ont beaucoup demandé d'enseignements. Donc c'est vrai pour nous, c'était assez rassurant que l'Euroleague nous prenne en charge. Et derrière nous, ils me disaient au cas où, il y avait toujours l'autorité monégasque qui était derrière nous. Et je les remercie vivement parce qu'ils étaient vraiment et ils revenaient vraiment pour prendre des nouvelles. Et je voulais aussi rassurer les parents que ici, les enfants ils vont bien, la famille va bien, le staff va bien, donc tout le monde vit bien aujourd'hui ici, donc on est encore dans le calme. Voilà. Vous faites bien de rassurer les parents. Merci beaucoup Nicolas Chatailly et prenez bien soin de vous et bon retour en principauté. D'accord, merci à vous.
Et pour analyser la situation au Moyen-Orient, nous nous connectons à présent avec le journaliste et politologue spécialiste des questions internationales, Dominique Simonet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'intervenir sur notre antenne pour parler de ce conflit. Bonsoir. Avant que l'on évoque le risque d'embrasement général, j'aimerais revenir sur cette stratégie de Donald Trump qui se positionne en chef de guerre avec Israël. Il frappe l'Iran. Quelle est son intention ? Écoutez, il y a beaucoup de facteurs qui concourent vers cette décision. D'abord, le fait que c'était déjà préparé. Il y avait un élan. On sait que l'armada qui avait été réunie par les États-Unis était considérable et que, évidemment, c'était pour qu'elle agisse, sachant d'ailleurs le coût phénoménal de ce déplacement militaire. Il y a aussi la volonté, il y a un débat à la Maison-Blanche depuis longtemps, depuis plusieurs mois, de savoir s'il faut intervenir en Iran ou pas. Vous savez, c'est un peu une décision. Vous faites la liste, hein, d'une certaine manière, il y a les pour, il y a le pour, il y a les contre. Est-ce que le monde sera mieux avant, ou en tout cas la région sera mieux avant une intervention ou après? Il y a évidemment, c'est une guerre, donc c'est toujours une décision terrible. Et ben Donald Trump a décidé finalement qu'il était plus sage, ou en tout cas peut-être pas sage, mais en tout cas plus utile d'intervenir que de ne pas intervenir. Parce que ne pas intervenir, ça a aussi des conséquences. On l'oublie souvent, ça. Mais ne pas intervenir, ça veut dire laisser l'Iran continuer son programme nucléaire. On sait qu'il est à 60% d'uranium enrichi. On sait qu'il y a à peu près 400 kilos de cet uranium très enrichi déjà fabriqué et dissimulé. On sait qu'il y a un programme de missiles balistiques et les Mollahs commençaient même à menacer les États-Unis. Voilà, donc ça veut dire laisser cette situation-là. Les Iraniens eux-mêmes, ils étaient nombreux à se rassembler dans les grandes villes, ont célébré la nouvelle et notamment la disparition du guide suprême iranien qui a été tué. Est-ce que vous comprenez ? Il faut bien dire que c'est l'une des justifications de changer le régime pour libérer le peuple iranien. Ce sont quasiment ces mots, mais on sait que ce ne sont pas parmi ses préoccupations prioritaires. Mais évidemment, pour les Iraniens, on voit un peu partout quelques images, en tout cas celles qui nous parviennent, de joie, de soulagement, et qui semblent être quand même une majorité d'Iraniens, et notamment parmi la jeunesse. On voit bien quelle abomination est ce régime des Mollahs qui n'hésitent pas à tuer en 2 jours et en 2 nuits au moins 40 000 personnes. Personne ne peut donner exactement le chiffre exact, et de mettre sur sa jeunesse, sur ses citoyens, une chape de plomb absolument terrible. Et le président américain menace désormais l'Iran d'une riposte militaire sans précédent en cas de représailles. Est-ce que ce n'est que le début de l'embrasement au Moyen-Orient ? Est-ce que ce conflit peut encore s'étendre et notamment après les frappes aux Émirats arabes unis ? Personne ne peut savoir comment évolue une guerre. Il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu. Il y a évidemment la détermination de la population iranienne, parce que on espère en tout cas c'est aussi ce que dit Donald Trump, que la population iranienne puisse à un moment, certainement pas maintenant, parce que là on est au tout début d'une guerre très 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 intense, mais peut-être dans un second temps prendre le relais et donc aller vers un changement de régime. C'est en tout cas le but de Donald Trump. Quelle est la capacité des Mollahs et du pouvoir islamique de riposter? Est-ce qu'ils vont pouvoir durer longtemps? Est-ce qu'ils ont la capacité de riposter? C'est encore une question auquel il est difficile de répondre. Après aussi, là, c'est toujours un pari. Est-ce que ça va déstabiliser la région? Ou au contraire, est-ce que ça va apporter peut-être à terme une nouvelle forme d'équilibre régional? C'est ce que souhaite Donald Trump, mais personne ne peut dire actuellement. On est vraiment au début d'un processus. On ne peut simplement que souhaiter que les Iraniens puissent respirer un petit peu, et que la joie qu'on voit se manifester dans un certain nombre de villes depuis hier puisse se concrétiser et puisse être durable. Bien sûr. Merci beaucoup Dominique Simonet d'avoir livré votre analyse sur Monaco Info. Bien à vous.
Tout autre chose, l'information a été confirmée cette semaine. Le pape Léon XIV est attendu à Monaco le samedi 28 mars. Une visite qui répond notamment à l'invitation du prince Albert II au Saint-Père lors de leur dernière rencontre au Vatican en janvier dernier. La dynastie Grimaldi et la papauté entretiennent une relation séculaire. Écoutons les précisions de l'ambassadeur de Monaco près le Saint-Siège. La visite du pape répond d'abord à une invitation du prince souverain, mais aussi à une invitation de l'archevêque de Monaco. Et elle a donc cette double dimension, à la fois institutionnelle et pastorale, comme vous le dites. Institutionnelle en ce sens que le souverain pontife est aussi un chef d'État, indépendamment d'être un pasteur universel, et qu'il porte un intérêt spécial aux petits États, dont ils pensent manifestement qu'ils ont leur rôle à jouer dans le concert des nations. Sur le plan pastoral, et je pense que le Saint-Père a été très sensible au fait que non seulement nous avons le catholicisme comme religion d'État, nous sommes d'ailleurs le seul État d'Europe et pratiquement du monde à avoir cette spécificité, le Saint-Père veut en effet donner une vraie dimension pastorale, une vraie rencontre avec un pays dont la religion est en quelque sorte le ciment identitaire. Ce dimanche est marqué par la journée mondiale de la protection civile. Reconnaissables par leur uniforme orange et bleu, les bénévoles qui la constituent sont sur tous les fronts à chaque événement. Nous sommes en duplex avec le directeur général de la branche des Alpes-Maritimes. Bonsoir Jérémy Crinchamp. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Cette journée vise à sensibiliser le public au rôle crucial des secouristes et à la prévention des catastrophes. Alors, pouvez-vous nous donner le détail de vos missions ? Oui, alors c'est vrai que la protection civile a 3 missions principales: aider, secourir et former. Aider, c'est toutes les actions en matière de soutien aux populations en cas d'inondation, en cas de crise, mais aussi les maraudes et les actions sociales. Secourir, c'est donc les postes de secours sur les événements que vous voyez notamment sur la Côte d'Azur ou partout en France. Et puis former, c'est la formation du citoyen et de nos secouristes aux gestes qui sauvent. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier alors, cette protection civile du 06 ? Combien de bénévoles ? Où se trouve votre siège ? Alors la protection civile des Alpes-Maritimes compte 250 bénévoles, on est tous bénévoles, c'est une particularité, avec donc 10 antennes réparties de Menton jusqu'à Mandelieu pour couvrir l'intégralité du département. Et puis donc notre siège départemental se trouve à Cannes-sur-Mer. Ça permet donc de gérer une crise majeure ou des activités de secours, comme on a dit, sur l'ensemble du département des Alpes-Maritimes. Et on vient de fêter les 60 ans de la protection civile en France. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler la genèse de cet organisme ? Oui, alors c'est vrai que la protection civile, c'est un nom un petit peu bizarre parce qu'on a toujours l'impression que c'est un service de l'État. Or non, la protection civile, c'est une association reconnue d'utilité publique en France. En fait, ça vient de la défense passive, juste après la guerre, où la défense passive, c'est simplement, en cas de conflit armé, pouvoir donc résister avec la population et protéger la population. Et depuis 1965, la création de la protection civile en France, ce concept a évolué pour se dire que il y a les conflits armés et puis il y a aussi la vie quotidienne qui aujourd'hui est impactée par des risques majeurs comme on voit en ce moment par exemple des inondations dans une partie de la France ou ailleurs à l'étranger. Et on voit que globalement cette protection civile elle devient une action du quotidien et elle permet donc d'amener le citoyen à devenir acteur de sa propre sécurité. Je crois que vous avez un petit peu la même chose à Monaco, ça s'appelle la Croix-Rouge monégasque et c'est un petit peu le même concept. Et comment fait-on pour rejoindre l'équipe pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui souhaiteraient s'engager ? Alors, si vous avez envie de rejoindre la protection civile, c'est très simple. On a un petit site internet. Vous tapez recrutement et protection civile 06. Vous pouvez nous rejoindre. On cherche des bénévoles. On cherche des bénévoles, pas forcément des secouristes. On cherche des bénévoles qui font de l'administratif, des bénévoles qui font de l'informatique, des bénévoles qui font de l'électricité. En fait, on cherche tout type de bénévoles. C'est aussi ça le principe de la protection civile. C'est de pouvoir faire du bénévolat dans tous les domaines possibles. Elles sont nombreuses, vos interventions, mais quelles ont été les dernières, les plus marquantes ?
Alors les plus marquantes interventions dans les Alpes-Maritimes, bien sûr, c'est l'attentat de Nice, la tempête Alex, où on a croisé d'ailleurs des collègues de la Croix-Rouge monégasque aussi sur le terrain, et puis plus récemment la crise en Ukraine, où là aussi on a travaillé notamment avec la mairie de Monaco pour acheminer les dons des monégasques jusqu'en Ukraine, et puis bien sûr, vous le voyez là récemment, toutes les activités inondations, feux de forêt, ce sont des actions qui deviennent maintenant récurrentes, on appelle ça le risque majeur, et le risque majeur est aujourd'hui présent partout en France, partout dans les Alpes-Maritimes et même à Monaco. Et vous l'avez dit, vous êtes sur tous les grands événements et les plus joyeux aussi. Actuellement, vous êtes donc mobilisé autour du Carnaval de Nice notamment ? C'est ça, le Carnaval de Nice, c'est un des événements majeurs de la Côte d'Azur. Vous retrouvez des secouristes bénévoles de la protection civile au Carnaval de Nice, mais pas seulement. Il y a plein d'autres événements actuellement. Puis il y a des événements qui sont vraiment culturels, sportifs, où vous retrouvez à chaque fois des bénévoles secouristes. Et qui sait, peut-être que pour la venue du pape à Monaco, on sera aux côtés de collègues de la Croix-Rouge monégasque pour vous aider aussi sur cet événement. Certainement, une aide précieuse. Une dernière question, sur vos réseaux sociaux, vous indiquez avoir une médaille d'or pour acte de courage et de dévouement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, j'avoue que c'est un moment fort de la protection civile des Alpes-Maritimes. C'est d'ailleurs la seule en France à détenir cette médaille d'or pour acte de courage et de dévouement qu'on porte ici sur notre écusson tous les jours, qui permet de dire finalement cette médaille d'or, on l'a obtenue lors de l'attentat de Nice pour l'action des bénévoles. Et l'intérêt de cette médaille d'or, c'est qu'elle est collective, c'est-à-dire que l'ensemble des bénévoles de la protection civile peut porter cette médaille. Et donc ça a une valeur très symbolique et très présente pour nous en termes de mission de secours dans les Alpes-Maritimes et pour la protection civile en général. Bravo pour ça. Et pour faire un don donc à la protection civile, rendez-vous sur don.protectioncivile06.org. Merci beaucoup Jérémy Crinchamp d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation. En football, Monaco recevait Angers hier soir dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Après leur élimination en Ligue des Champions cette semaine, les hommes de Sébastien Pocognoli se devaient de réagir pour se rapprocher du top 4 et c'est chose faite. Le résumé de ce match maîtrisé est signé Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet. Malgré une première mi-temps poussive où les deux équipes se sont longtemps regardées dans les yeux, les Monégasques ont pu une nouvelle fois compter sur leur serial buteur en ce début d'année 2026. Peu après le retour des vestiaires, c'est d'abord Folarin Balogun qui a ouvert le score de la tête, avant une magnifique inspiration de leur nouvelle recrue hivernale, Simon Adingra, venu doubler la mise, score final 2-0 pour l'AS Monaco FC. C'était un match compliqué au début. On savait que si on n'encaissait pas, on pouvait marquer à tout moment avec les qualités qu'on a. Donc on a mis le premier but et après on savait qu'avec les qualités qu'on a, on allait finir le match bien. Avec cette victoire, les Monégasques remontent à la 7e place et ne comptent plus que 3 petits points de retard sur le top 4, synonyme de qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. I think we have 10 games left, so we have to try to win as much as we can. I think if you win the remaining games, you give yourself a good chance. So as I said, the focus is just to try and win. L'AS Monaco FC se déplacera au PSG vendredi à 20h45 pour le choc de la 25e journée de Ligue 1. Le retour de la patinoire a été fêté dignement hier. Le Skating Club of Monaco et la Fédération monégasque de patinage ont concocté un programme riche en performances, en patinage artistique, mais aussi en hockey et en curling. Patricia Navarro et Camille Caloni ont chaussé les patins pour nous. La plus jeune avait 6 ans. Des dizaines de patineurs, hockeyeurs ou curleurs ont investi hier la patinoire du port pour marquer la fin de la saison. Après le championnat national de patinage dans la matinée, les animations se sont enchaînées tout au long de la journée, dont une masterclass avec l'ancien champion du monde de patinage, Brian Joubert. Et lors du gala, tout le monde a mis la main à la pâte et a chaussé les patins, le sourire aux lèvres, et avec la joie d'avoir retrouvé cette année une patinoire qui avait laissé la place à une structure sans glace les années précédentes. La patinoire est située en centre-ville, Port Hercule, là où tout le monde passe. Donc on entend la musique, ça donne envie de venir, de patiner, de voir comment les grands patinent. Donc ça donne toujours envie de faire plus. Après, on a une passion qui se développe, on regarde à la télé, sur YouTube, tout ce qui passe. Et après, à un moment donné, on s'attache vraiment à ce sport. Et c'est un sport artistique qui est connu, mais pas connu dans le monde. C'est pas comme le foot ou quoi, qui est très bien payé. Mon patinage artistique, ça m'a poussé à un très bon niveau et c'est ma passion maintenant. Et quand on peut avoir l'occasion de s'entraîner avec David et Brian Joubert, des champions,
franchement, ça donne la patate, ça donne envie de rester et de patiner. Le patinage, ça m'apporte de la joie. De la joie, et cette saison, les sports de glace ont été portés par les Jeux Olympiques d'hiver, une compétition internationale qui fascine et fait naître des vocations. C'est une grosse rampe de lancement. Je l'ai constaté tout de suite quand on a commencé à m'appeler ou à m'écrire, m'envoyer des mails pour me dire mon enfant a regardé le patinage artistique, il veut en faire, mon enfant a regardé le hockey sur glace, il veut le pratiquer. Ça s'est vraiment ressenti. D'ailleurs, cette année, on a plus d'une centaine de licenciés en patinage artistique. On n'a même pas pu prendre tout le monde parce qu'il y en a qui ont voulu s'inscrire. Hier encore, on m'a écrit hier pour me dire je voudrais apprendre à faire du patinage artistique. Le problème, c'est que ça ferme dimanche. Donc je leur ai donné rendez-vous l'année prochaine de me recontacter en novembre pour une ouverture en décembre, j'espère. Une discipline notamment a désormais de très nombreux adeptes à Monaco. Il s'agit du curling qui a même son championnat interentreprises dont la finale s'est jouée en clôture de cette grande fête des sports de glace à Monaco. Et la première édition du Challenge Interentreprises de curling a été remportée par la société Trasomar. Bravo aux participants devant le centre cardio-thoracique GB Pastor et la mairie de Monaco. Elles sont celles qui nous préparent des petits plats réconfortants et nous gâtent plus que personne. Les grands-mères sont à l'honneur aujourd'hui, l'occasion de leur témoigner tout notre amour, qu'elles soient près ou loin des yeux. Vos plus beaux souvenirs et vos messages pour elles, au micro de Livia Bernasconi et Camille Caloni. Ma grand-mère, elle nous faisait la sole meunière avec mon cousin et ça vraiment, j'en salive encore rien que d'y penser. Je pense que c'est ma Madeleine de Proust à moi. Un voyage qu'on a dû faire ensemble, qu'on a fait ensemble au Maroc. Et ma grand-mère paternelle, c'était en Italie, aux 5 Terres. Quand on était en Italie et qu'elle me faisait voir comment on faisait les pâtes, ça c'est des grands moments qui marquent une vie. Quand j'étais petite, qu'elle m'amenait à la plage, après on allait chercher les petits bonbons, enfin c'était magique. Quand j'allais la voir à Paris et qu'on passait toutes les deux des petits moments ensemble à manger des crêpes, un bon cidre. Est-ce que vous auriez un message pour votre grand-mère à l'occasion de la fête des grands-mères ? Je pense fort à elle. C'est pas que des souvenirs depuis des années, mais elle est dans mon cœur, même si on se voit pas beaucoup, je l'aimerai toujours. Je l'aime très fort et qu'il faut profiter de ses grands-mères d'ailleurs. Je lui souhaite une bonne fête des grands-mères et qu'il y a encore plein de fêtes à venir et c'est un super moment. Je tiens beaucoup à elle et que je vais souvent la voir, donc voilà, j'en profite au maximum. C'est ma seule dernière grand-mère qui me reste, donc on en profite. Et je souhaite à mon tour une bonne fête à mes chères mamies qui me regardent depuis le nord de la France. Notez dans vos agendas, vendredi, rendez-vous au Théâtre des Variétés pour une immersion dans la mythologie grecque. Ulysse, chef-d'œuvre italien de 1954, réalisé par Mario Camerini, sera projeté à 20h face à Fabien Bonilla. Jean Kermabon, le programmateur associé de l'Institut audiovisuel, nous dévoile les grandes lignes du synopsis. Jacques Kermabon, bonsoir. Bonsoir. On va parler d'un film ce soir, Ulysse de 1953. Tout d'abord, pour les téléspectateurs, de quoi parle ce film ? C'est l'Odyssée d'Homère, tout simplement ? Tout simplement. Tout simplement, c'est un film qui reprend les étapes du voyage d'Ulysse pendant que Pénélope attend. Et il s'en est passé des choses. Il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses. Voilà. Attiré par le voix des sirènes, se battre contre le cyclope. Le cyclope, évidemment. Vraiment, il lui arrive beaucoup d'événements quand même avant de retrouver. Puis pendant ce temps-là, évidemment, Pénélope, elle détisse. Et puis il y a tous les prétendants autour d'elle qui aimeraient bien qu'elle s'intéresse à eux, parce que voilà. Donc voilà, ça reprend simplement, ouais, c'est ça, l'Odyssée d'Homère. Alors, c'est un blockbuster pour l'époque, mais c'est pas un film hollywoodien. C'est un film italien. Alors, c'est original. En fait, c'est une coproduction. Oui. C'est une espèce de... Comme il y en a eu quelques-uns à l'époque, celui-ci, c'est peut-être, sous réserve de vérification historique, un des premiers péplums, enfin un de ceux qui a donné une impulsion à ce genre, c'est-à-dire des films qui traitent de l'Antiquité, avec des gros moyens, avec des... Et, alors c'est un film
produit par Dino Laurentiis, surtout, qui a fait un nombre incalculable de films, qui était un grand producteur, qui est mort aux États-Unis. Donc, c'est à la fois un producteur italien, mais aussi qui a travaillé aux États-Unis. Avec notamment Schwarzenegger et Conan le Barbare. Voilà, enfin, vous voyez, c'est vraiment un grand producteur au sens comme on était à l'époque, quoi. C'est des gens qui investissaient leur argent. Il a fait l'histoire, enfin, il fait partie des personnages qui ont fait l'histoire du cinéma de cette époque. Complètement, oui. C'est quelqu'un d'important de ce point de vue-là. Et donc, c'est une production à la fois italienne, américaine et française. Donc, il y a des acteurs français, il y a des acteurs italiens, Silvana Mangano, qui était sa femme à l'époque, c'est celle qu'on a vue dans Riz amer, par exemple. Puis bien sûr, il y a Kirk Douglas, et bien sûr, Ulysse et Kirk Douglas, donc l'acteur américain qui... Tout repose sur ses épaules. Voilà, c'est lui, c'est Ulysse, c'est lui, c'est la vedette, le costaud, qui était... il a été champion de lutte, je crois. C'est un film qui est projeté en partenariat avec les rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. Pourquoi ce choix de film par rapport à cette collaboration ? Une fois tous les 2 ans, il y a un colloque autour d'un sujet. Et là, le sujet cette année, c'est Ulysse. D'accord. Donc le film s'est imposé comme un des plus bels exemples de cette façon dont le cinéma revisite comme un récit antique. Alors, dernière question, pourquoi faudrait-il aller voir ce film ? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant, ce film, même si on l'a évoqué tout le long ? Honnêtement, c'est quand même une date. Mais c'est quand même un film qui compte, parce qu'il est une espèce de point de départ d'un certain genre. C'est un moment de coproduction américaine et italienne, et de voir ça, c'est bien, mais je dirais surtout pour voir Kirk Douglas dans toute la splendeur de ses muscles. Là, je crois que c'est ça qui est le plus, peut-être, voir ce qu'un acteur pouvait faire. Alors, allons voir Kirk Douglas dans Ulysse. Merci, Jacques. Merci à vous. Ulisse tornerà. È quel giorno. Dovrete pentirvi di queste offese. Maledetti voi, greci profanatori, possa l'ira di Nettuno discendere su di te e morirai negli abissi del mare. De la légèreté et de la positivité pour terminer. Saviez-vous que nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du compliment ? Quel est le plus beau que l'on vous ait fait et quel est celui que vous aimeriez recevoir ? Gaëtan Lebrun et Hugo Comazza vous ont posé la question. Un compliment qui m'a le plus marqué ? Je dirais que je suis quelqu'un qui a tendance à être à l'écoute des uns et des autres, donc garder cette approche et ce compliment d'être capable d'écouter, d'accompagner, de faire en sorte qu'on trouve des solutions quand il y a des problèmes. La gentillesse, c'est tout. La gentillesse. C'est ma petite tête qui me soigne tous les jours, alors... Y a-t-il un plus beau compliment que je t'aime venant de la part de vos petits-enfants, par exemple ? Je pense que ça serait vraiment... on t'aime papy ou quelque chose comme ça. Ça me semble le plus beau compliment qu'un grand-père puisse recevoir. To be generous, kind, full of light, inspiring. I think that's a beautiful compliment to have in the world today. Effectivement, ça l'est. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Yannick Debever. Demain, c'est Théo Schumer qui prendra les commandes de votre 19h. Et pensez à aller écouter le dernier podcast Monaco Info. Geneviève Berthier a reçu à son micro Delphine Traoré à l'occasion de la semaine européenne de sensibilisation à l'endométriose qui démarre puisqu'elle-même souffre de cette pathologie. Excellente soirée et bonne semaine à tous.
Bonsoir à toutes et à tous. La grisaille du jour laissera la place au soleil ce lundi et ce pour toute la journée. Les températures ne bougeront pas, le thermomètre oscillera entre 10 et 15 degrés. En ce lundi 2 mars, Saint-Charles est à l'honneur.